Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 18e Facebook Live. Nous sommes aujourd'hui avec Laetitia Avia, députée et porte-parole La République En Marche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, nous allons parler aujourd'hui de votre proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet, qui sera normalement définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 31 mars prochain. D'abord, pourquoi était-ce important et urgent de faire passer cette loi ? Aujourd'hui, je crois que tout le monde constate sur les réseaux sociaux une exacerbation des contenus haineux, des injures, des invectives. Il faut savoir que on se dit souvent que Internet, c'est pas la vraie vie. Ben, si, en fait, Internet, c'est la vraie vie. Et derrière, il y a des personnes qui sont blessées, des personnes à qui on porte atteinte à leur dignité humaine. Et donc, c'est aussi pour protéger ces personnes que j'ai déposé cette proposition de loi. Et le but, c'est vraiment de responsabiliser tout le monde, les plateformes, ceux qui sont des délinquants numériques, pour lutter contre ce fléau. Et en fait, c'est quoi finalement un contenu manifestement haineux? Parce qu'on entend beaucoup parler de ce terme, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une question qu'on a eue de nombreuses reprises dans le cadre des débats parlementaires, parce que c'est une loi de lutte contre les contenus haineux sur Internet. Et souvent, on me disait, mais attendez, la haine, c'est un sentiment. Qu'est-ce que la haine ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une loi en France qui est une loi qui fonctionne bien, qui est la loi de 81. C'est la loi sur la liberté de la presse et qui régit notre liberté d'expression. Et donc cette loi, elle définit un certain nombre d'injures, les injures racistes, antisémites, homophobes, sexistes, liées au handicap, et les propos d'incitation à la haine, d'incitation à la violence, comme des éléments qui portent atteinte à la dignité humaine. Et ce sont donc ces éléments-là qui sont considérés ici comme étant haineux. Et manifestement haineux, parce que le mot manifestement, il est hyper important dans cette loi, c'est vraiment ce que j'appelle la haine la plus crasse. C'est le sale nègre, sale pédé, voilà, qu'on retrouve mais bien trop sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc c'est l'article 1 de votre loi qui crée ce délit de non-retrait des contenus manifestement haineux, cela sous 24 heures. Comment ça se passe au juste? Qui décide qu'un contenu est manifestement haineux? Est-ce que c'est un algorithme ou ça sera des personnes humaines? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. C'est, on crée un nouveau délit, c'est-à-dire que les plateformes, elles doivent retirer en 24 heures les contenus manifestement haineux. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? D'abord, la première chose à savoir, c'est que moi, je ne demande pas aux plateformes d'être proactives ou de faire des retraits préventifs. Je leur demande d'agir que quand un contenu est signalé par un utilisateur. Donc, par exemple, vous voyez un contenu haineux sur Internet, vous allez le signaler grâce en plus à un nouveau formulaire de signalement et un nouveau bouton unique de signalement qui sera sur toutes les plateformes. Et là, à partir du moment où le contenu est signalé, la plateforme, elle a 24 heures pour le retirer. Si elle ne retire pas au bout de 24 heures, eh bien, soit c'est parce que la plateforme, elle a considéré que c'était pas manifestement illicite, et donc dans ce cas-là, elle avait le droit de ne pas retirer sous 24 heures, soit on est vraiment dans un propos bien haineux qui ne faisait pas de doute, et dans ce cas-là, eh bien, on peut saisir le juge qui va pouvoir prendre des sanctions vis-à-vis de la plateforme. D'accord, alors du coup, qu'est-ce que propose votre proposition? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mesures phares? Alors, la proposition de loi elle repose sur deux piliers. Il y a la première chose, ce dont je parlais tout de suite, c'est l'obligation de retirer les contenus manifestement haineux en 24 heures. C'est le premier pilier. Et puis ensuite, il y a tout un second chapitre du texte. Ce sont toutes les obligations de moyens pour les plateformes. Parce qu'en fait, je pense qu'il ne suffit pas de leur dire qu'il faut retirer les contenus haineux en 24 heures. À côté de ça, il faut aussi prévoir comment est-ce qu'elles vont mieux travailler à l'avenir dans la lutte contre la haine sur Internet. Et donc, c'est des obligations de modération humaine, des obligations de transparence pour qu'on sache comment elles fonctionnent, comment elles prennent leurs décisions. Des obligations aussi de renforcement et de simplification de la coopération judiciaire pour qu'on puisse mieux identifier les auteurs de contenus haineux. Donc voilà, ça c'est les deux chapitres principaux. Après, il y a d'autres choses. Par exemple, un élément dont on ne parle pas suffisamment, mais qui est primordial, c'est la création d'un parquet numérique. Le parquet numérique, c'est quoi? On va avoir de bout en bout de la chaîne des acteurs qui non seulement maîtrisent la loi sur la liberté d'expression, mais en plus maîtrisent le numérique, qui savent comment fonctionne une story, les hashtags, etc. Et donc qui vont être bien plus efficaces dans la lutte contre le cyberharcèlement. Et du coup, quel sera le rôle du CSA, donc Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans la lutte contre les contenus haineux sur Internet?
Alors le CSA, depuis déjà quelques textes, commence à étendre son champ d'activité et ses prérogatives vis-à-vis du numérique. Là, il s'agit aussi de lui donner ce rôle de régulateur de la modération des contenus. Je dis bien régulateur de la modération des contenus et non pas régulateur des contenus, c'est-à-dire que le CSA ne va pas aller regarder les contenus, les posts, les tweets de chaque personne. C'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est d'aller regarder comment fonctionnent les plateformes, d'aller vérifier qu'elles mettent bien en œuvre les bons mécanismes, vérifier qu'elles n'ont pas de pratiques discriminatoires, vérifier qu'elles ont suffisamment de modérateurs. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes, on ne sait pas du tout combien de modérateurs elles ont, ni où sont ces modérateurs. Et donc, le CSA va avoir ce rôle de gendarme, de régulateur de la modération, et il pourra donner des lignes directrices aux plateformes pour améliorer leur modération des contenus, pourra contrôler et il pourra sanctionner. Et lorsqu'il prendra des sanctions, ça pourra aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, ce qui est donc très dissuasif. Alors, vous avez annoncé vouloir créer un observatoire de la haine. Est-ce que vous pouvez nous revenir un petit peu dessus, à quoi ça va servir, de qui ça va être composé Alors, l'observatoire de la haine en ligne, c'est bien parce qu'on n'en parle pas suffisamment et je pense que là aussi c'est un élément important pour pouvoir aller plus loin dans ce combat contre la haine en ligne. Parce qu'en fait, ce que j'ai réalisé en 2 ans de travaux, c'est que moi j'ai fait le tour un peu des différents acteurs. Les plateformes, les magistrats, les associations de lutte contre les discriminations, l'éducation nationale, des profs de droit, etc. Et puis en fait, on réalise que ces personnes, on les met très rarement tout ensemble autour de la table pour pouvoir avancer ensemble. Et donc c'est l'objectif de cet observatoire. Il va permettre, j'espère, de mieux appréhender les phénomènes de haine en ligne, en permettant déjà de mieux les définir, parce que la haine, on sait très bien qu'elle évolue aussi dans les mots utilisés, dans le public qu'on va viser aussi. Donc l'objectif, c'est de mieux appréhender pour trouver de meilleures solutions et surtout d'agir davantage en matière de prévention. Alors, on le sait, beaucoup d'adolescents sont victimes d'insultes sur Internet. 40% des élèves avouent avoir subi une agression en ligne. On pourrait imaginer qu'une sensibilisation à l'école pourrait être un premier pas pour lutter contre ces violences. Est-ce que votre loi le prévoit ? Alors, la loi prévoit 2 choses. La première chose, dans le cadre des éléments d'enseignement civique, en fait, on a ajouté des dispositions sur la lutte contre la haine en ligne. Donc, le moment où on va apprendre pas mal d'éléments sur la lutte contre le sexisme, etc., il y a aussi un volet sur lutte contre la haine en ligne. Et la seconde chose, c'est aussi dans la formation des enseignants. Il est prévu aussi un volet de lutte contre la haine en ligne parce que j'ai pu le voir, notamment quand je me suis rendue dans des écoles, que souvent les enseignants sont démunis face à ces phénomènes. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir d'un collège où je suis intervenue et moi, j'ai pu identifier dans la salle des personnes qui étaient très sensibles à ce que je disais et qui, donc, à mon avis, étaient victimes de harcèlement. Et en fait, quand je suis sortie de cette session et que je l'ai dit à leurs profs, ils tombaient des nues parce qu'eux ne l'avaient jamais remarqué, en fait. Donc, il faut qu'on puisse davantage les accompagner. Et puis, l'autre chose, parce qu'en fait, la technique parlementaire, elle fait que parfois on veut porter des choses dans son propre texte sans pouvoir le faire. Parce que j'avais déposé un amendement qui a été rejeté, parce que c'est ce qui s'appelle un cavalier législatif. Donc, un cavalier législatif, c'est quand le règlement de l'Assemblée considère que ce texte est hors sujet, enfin l'amendement est hors sujet par rapport au texte. Et en fait, on avait prévu de créer un permis sur le bon usage du numérique qui serait passé au CM1 ou au CM2, donc qui permettrait en fait à tous les enfants, avant d'arriver au collège, de bien savoir utiliser le numérique. Mais ça a été considéré malheureusement comme étant hors sujet, alors que pour moi, on était quand même pleinement dans le sujet. D'accord, et alors comment vous avez fait pour construire cette loi ? Est-ce que vous avez échangé avec des grosses plateformes type Facebook, Twitter, pour savoir ce qui était réalisable ? Oui, j'ai un peu passé ma vie avec les plateformes. Ça fait 2 ans que je passe beaucoup de temps avec elles. Donc, entre toutes les réunions qu'on a pu faire chez les plateformes, à l'Assemblée, les auditions, je me suis aussi pas mal déplacée. Je suis allée voir des équipes de régulation en Irlande. Je suis allée aussi aux États-Unis
pour aller voir ce qu'on appelle les équipes compliance, donc en fait celles qui font de la conformité du droit français avec le droit américain, pour leur expliquer le texte et puis voir comment est-ce qu'elles le comprenaient, etc. D'accord, alors on a pas mal de questions d'internautes là pour le coup. On nous demande comment faire pour en fait conjuguer sanctions et en même temps respecter la liberté d'expression. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut dire et affirmer et réaffirmer, c'est que l'injure raciste, homophobe, sexiste, handiphobe, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est un délit. C'est un délit. Donc tous ceux qui profèrent ces injures sont des délinquants. Point. Et ça, c'est dans notre droit, ce n'est pas de la liberté d'expression. Et donc toutes ces personnes, il faut les sanctionner. Alors on a Jafar qui nous dit qu'il a subi de la haine et signalé la publication et voire un dépôt de plainte et un signalement sur la plateforme, mais que les réseaux n'ont rien fait, donc comment faire ? C'est malheureusement un vrai problème que j'ai pu identifier. J'ai pas mal de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit voilà tout ce que j'ai pu recevoir. Et puis ça bouge pas. Ça bouge pas soit côté plateforme parce que on signale et c'est pas retiré. Mais aussi parce qu'on dépose plainte et puis derrière il n'y a pas de suite parce qu'on n'arrive pas à identifier les utilisateurs. Je commence par le premier élément. On signale et c'est pas retiré. Les plateformes elles doivent retirer ce qui est manifestement illicite. Si on est sur des contenus qui sont diffamatoires, etc., c'est vrai qu'il ne faut pas demander aux plateformes de le retirer sans qu'il y ait une décision de justice. Il faut aussi qu'elles n'aient pas trop de pouvoir. Ensuite, il y a le second élément qui est vrai, c'est que quand on prend la peine d'aller au commissariat, de déposer plainte, et que derrière, il y a une enquête qui est engagée, bien, les plateformes elles doivent répondre aux éléments d'identification. Et statistiquement, elles répondent très peu quand il s'agit de contenus haineux. Sur les contenus terroristes, pédopornographiques, etc., elles donnent les éléments d'identification, mais tout de suite. Mais quand c'est des contenus haineux, elles prennent un peu plus leur temps. Alors, on a une autre question, vous venez un petit peu de l'évoquer. On nous demande si avec cette loi, finalement, l'internaute ne se fait pas justice à lui-même et si les tribunaux ne sont pas déjà là, en fait, pour sanctionner à la base. Alors, je ne pense pas qu'on se fasse justice à soi-même parce que ce qu'on fait, c'est qu'on dénonce un délit. Donc on ne se fait pas justice parce que derrière, il y a la justice. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a signalé un contenu, eh bien, ça n'empêche pas, d'autant plus que les plateformes vont avoir l'obligation de répondre et donc d'envoyer une réponse à chaque personne qui notifie. Ça n'empêche pas de prendre après cette réponse pour aller déposer plainte. Et d'ailleurs, il faut le faire. On va avoir bientôt la possibilité de déposer plainte en ligne. Et moi, ce que j'espère, c'est que tous ceux qui signaleront des contenus, ils continueront, ils iront jusqu'au bout de déposer plainte. Et ce qui permet aussi aux juges d'intervenir pour sanctionner les auteurs de ces contenus. Et enfin, on nous demande si l'anonymat sera totalement interdit avec cette loi ou si, du coup, elle a vocation à faire que... Alors, il faut que il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Je le dis comme ça parce qu'il y a énormément de confusion autour de ce sujet. On a un régime aujourd'hui qui s'appelle le pseudonymat. On utilise chacun les pseudos, chacun s'appelle comme il veut sur Internet, bisous bisous, grand brun, cheveux blonds, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire là. Mais chacun s'appelle comme il veut sur Internet, c'est un pseudo. Ça ne veut pas dire pour autant que la personne est anonyme. Et en fait, les plateformes, elles ont déjà, depuis la loi de 2004, une obligation de garder tous les éléments d'identification de leurs utilisateurs. Et en fait, lorsque qu'on fait une réquisition judiciaire, lorsqu'il y a une enquête, en fait, les plateformes sont obligées de donner tous les éléments d'identification. Je vous disais tout à l'heure qu'elles ne répondent pas aujourd'hui aux réquisitions judiciaires. C'est pour ça que j'ai renforcé les sanctions en la matière dans la loi, parce que justement, il faut qu'elles répondent. Mais ce qu'elles donnent, c'est pas juste une adresse IP, sachez-le. C'est tous les éléments qu'elles peuvent avoir qui permettent d'identifier où vous êtes, où vous habitez, où est-ce que vous travaillez, dans quelle école vous avez été scolarisé, etc. Donc il n'y a pas d'anonymat, il y a juste du pseudonymat. Et cette proposition de loi, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'assure que les plateformes, elles donnent bien les éléments d'identification quand il y a enquête. Bien, merci Laetitia Avia d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur ce sujet.
Quant à Merci nous, à vous, c'était fort sympathique. On se retrouve du coup pour un nouveau Facebook Live très bientôt. Et vous pouvez revoir en replay nos Facebook Live sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube. À très bientôt.